Donc voilà, je vais commencer par le diagramme de chromaticité. Alors, le diagramme de chromaticité, voilà, j'ai tapé dans Google ici chromaticity diagramme. Je vais beaucoup utiliser le web pour aller chercher des images, c'est autant. Et donc voilà les différents diagrammes de chromaticité qui arrivent. Ce sont des schémas qui représentent toutes les couleurs que l'œil humain peut voir. Et évidemment, les couleurs qu'on voit sur le schéma, ce ne sont pas toutes les couleurs que l'œil humain peut voir. C'est une représentation. Et en fait, vous allez avoir certains des schémas qui sont même en noir et blanc, voilà, comme ceci. Là. En fait, la couleur, elle est juste là comme référence visuelle pour qu'on se souvienne que le haut du schéma, c'est du vert, la droite, c'est du rouge, la gauche, c'est du bleu. Mais les couleurs ne servent à rien, en fait. Donc déjà, première chose à dire, dans le schéma, le diagramme de chromaticité, la couleur n'est pas utile. C'est pas ça l'information qui nous intéresse. Alors, le diagramme de chromaticité, en fait, il y en a de deux sortes. Cette forme écrasée, vous allez la rencontrer moins souvent, pourtant elle est plus moderne. Le diagramme de chromaticité date des années 30 et celui-ci des années 70. Et il est plus performant, mais moins utilisé dans le monde du graphisme en tout cas. Donc vous allez moins rencontrer cette forme écrasée du diagramme. C'est une forme corrigée en fait, parce qu'il y avait des problèmes avec l'autre, des problèmes d'uniformité du delta E, mais je ne vais pas en parler tout de suite, mais c'est intéressant de comprendre. Donc sachez que ce n'est pas une erreur qu'il y en ait certains qui soient écrasés. Et en fait, oui, en voilà encore un qui est écrasé. Celui qui n'est pas écrasé, qui a une forme de fer à cheval comme ça, on appelle ça le XYY, donc petit x, petit y, grand y. Et l'autre, c'est le YUV, non le UVY, voilà, UVY, c'est l'autre. Bah, tout simplement parce que dans le premier, on avait pris les deux coordonnées XY, et pour faire la variante, le suivant, on a pris deux autres lettres de l'alphabet qui précédaient, UV, Y. Donc c'est les coordonnées U et V à la place de X et Y. Vous voyez la logique. Donc c'est juste des noms de coordonnées de l'axe vertical et horizontal. Ok. Alors. La courbe ici représente toutes les longueurs d'onde que l'œil humain peut voir. Ok ? Et c'est indiqué en nanomètres, c'est-à-dire en millionième de millimètre. Donc c'est le sommet entre deux ondes, la distance entre le sommet entre deux ondes pour une lumière. Voyons un peu si j'arrive à... Ok. La lumière, ce sont des ondes électromagnétiques. Et elles ont la lumière a une fréquence. Et c'est ça que l'œil détecte. Et c'est pour ça qu'on voit des couleurs différentes. La couleur, c'est la perception. La couleur, elle n'existe pas dans la réalité. Ce qui existe, c'est une onde qui a différentes fréquences. Et donc, on le voit ici. Il y a le sommet entre deux ondes. Donc, dans le cas de... Ça pourrait être très long, hein, ça pourrait être des ondes radio, ça. Hein, ça pourrait être autre chose que de la lumière. Hein. Des ondes électromagnétiques, c'est large. Hein. Ça va... C'est extrêmement large. Je vous montrerai des schémas plus tard, mais ça ne concerne pas que la lumière. Et donc le sommet entre deux ondes, dans le cas de la lumière, on le décrit en nanomètres, en millionième de millimètre. Donc ce qu'on perçoit comme étant du bleu a une longueur d'onde de 460 nanomètres. Ce qu'on perçoit comme étant du vert, 520 nanomètres. Ce qu'on perçoit comme étant du rouge, 700 nanomètres. Au-delà, c'est l'infrarouge. Certaines personnes, paraît-il, arrivent à voir l'infrarouge.
c'est encore sujet à discussion. En dessous de, ici, 380 nanomètres, c'est les ultraviolets, exactement. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le spectre des lumières visibles. Le spectre des lumières visibles. Vous avez la lumière infrarouge qui est invisible, la lumière ultraviolette qui est invisible. L'œil arrive à voir cette partie-là du spectre des ondes électromagnétiques. Ok. Ce qu'on vous montre ici, ça c'est super intéressant aussi à savoir, mais ça vous le saviez déjà, je pense, c'est ce qu'on appelle la courbe des blancs. Vous savez que quand on dit que la lumière est blanche, en fait, il y a différents types de lumière blanche. Il y a de la lumière blanche qui peut être un peu bleutée, d'autres qui peut être un peu neutre, on n'arrive pas à vraiment voir la coloration. Puis il y a la lumière blanche qui peut être un peu orangée. Ça, vous saviez que le blanc, ce qu'on appelle lumière blanche, en fait, c'est toute une gamme de lumière blanche, mais un peu colorée. Et bien voilà, vous avez les différentes lumières blanches qui sont là montrées sur le schéma. Et les indications, là, c'est ce qu'on appelle les kelvins. Anciennement, on appelait ça les degrés Kelvin, mais maintenant, on doit dire que ce sont des kelvins. Donc, 3000 degrés Kelvin, c'est par exemple ce qui correspond aux ampoules que vous avez chez vous pour vous éclairer. 5500 degrés Kelvin, qui se situe à peu près là, qui n'est pas indiqué sur le schéma, mais à peu près là, donc. C'est ce qu'on appelle le blanc du photographe. C'est un blanc neutre. L'œil n'arrive normalement pas à vraiment avoir une coloration dans le blanc. C'est le blanc qui se situe entre le blanc bleuté et le blanc orangé, en gros. Ok, 5500 Kelvin. Suivant l'endroit du monde dans lequel on se trouve, on a le ciel, l'éclairage naturel qui a différentes colorations. En Europe, ici, en Belgique, plus précisément, on est à du 6500 degrés Kelvin. Ok. Qui est une lumière d'ailleurs qui est utilisée beaucoup en colorimétrie comme référence. C'est la lumière typique, lumière du jour en fait. Ok. Alors si vous êtes déjà allé en Afrique, dans plus bas, donc Maghreb et Afrique noire, vous avez sans doute remarqué que la lumière est différente. Hein. Donc voilà. L'angle d'attaque de la lumière par rapport à l'atmosphère étant différent, ça fait des colorations de lumière blanche différentes. Ok, alors pourquoi est-ce que entre les deux extrémités on a cette droite? Ça c'est ce qu'on appelle la ligne des magentas. Les couleurs magenta sont des couleurs perçues et qui sont assez particulières. C'est quand l'œil reçoit à la fois au même endroit, donc un objet qui est magenta, l'œil pour cet objet reçoit à la fois des ondes courtes et des ondes longues. Et donc suivant la quantité d'ondes courtes et longues, on a un magenta plus ou moins bleuté ou plus ou moins rouge. Les autres couleurs, le vert, c'est quand l'œil reçoit principalement des ondes moyennes. On appelle ça des ondes moyennes par rapport au spectre des lumières visibles. Okay. Quand l'œil perçoit du rouge, c'est quand il perçoit principalement des ondes longues. Quand l'œil perçoit du bleu, c'est quand il reçoit principalement des ondes courtes. Voilà. Et donc voilà pourquoi le schéma se termine avec une droite là en bas, c'est parce qu'en fait ce sont des couleurs particulières qui ne correspondent pas vraiment à une longueur d'onde en particulier comme les autres, mais c'est le mélange de deux longueurs d'onde, des courtes et des longues. D'accord? Bon. Alors, le diagramme de chromaticité, voilà, ça c'est en gros le décor qui est planté. Je ne vous explique pas les axes Y, X et Z. Vous voyez où il est l'axe Z? Il est là. Il est debout. Il est vu. En fait, voilà, il est projeté là, puisqu'en fait c'est un volume ceci. Enfin non, ceci est une vue en coupe d'un volume. Mais simplifions les choses.
le diagramme de chromaticité a été inventé par la Commission internationale de l'éclairage en 1930. C'est donc un regroupement de scientifiques qui avait pour mission de décrire les couleurs vues par l'œil humain de manière scientifique, c'est-à-dire de manière rigoureuse. Scientifique, ça peut être reproduit, c'est quelque chose qui est établi une fois que l'expérience est concluante, les résultats sont établis, peuvent être reproduits. Donc c'est scientifique, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité donc on arrivait à décrire de manière scientifique les couleurs. Et c'est important quand on veut communiquer sur les couleurs, des personnes qui sont éloignées géographiquement veulent communiquer sur les couleurs, c'est important de pouvoir savoir exactement de quoi on parle. 1930, c'est quand même une quinzaine d'années avant que les premiers ordinateurs apparaissent. Mais vraiment les tout premiers. Vous avez entendu parler de Alan Turing. Il y a eu un film sur lui dernièrement, l'inventeur de l'ordinateur. Enfin, l'inventeur. Il y a eu des précurseurs qui ont inventé des machines, qui ont imaginé, notamment Babbage. Mais Turing est vraiment le premier à avoir mis au point le premier ordinateur. Et donc, c'était Seconde Guerre mondiale. Et donc, ici, on est en 1930 pour la création du diagramme de chromaticité. Donc, quand même prouesse scientifique. Parce qu'au niveau des calculs, ce n'était pas simple. Ils s'en sont sortis en transformant, évidemment, comme on fait souvent pour simplifier les choses, toutes les valeurs négatives en positives. C'est pas Alan Turing qui a croqué dans une pomme de cyanure ? Oui, c'est Alan Turing qui est mort en croquant dans une pomme empoisonnée. Voilà. Et ouais. D'où la légende que le logo de Apple viendrait de là, mais il paraît que c'est démenti. Bon. Oui, mais il y a eu un film sur lui qui vient de sortir il y a un mois, je pense. Bon, mais il faut être passionné par l'informatique pour voir ça. À l'époque, en 1930, vous saviez comment on faisait les calculs ? À la main, évidemment. Mais en fait, les scientifiques faisaient appel à des personnes qui étaient spécialisées donc, dans le calcul, hein, des personnes qui savaient calculer, évidemment, et on les mettait toutes dans un local, 30 personnes, 60 personnes, qui faisaient les calculs. Voilà. En parallèle aussi, hein, pour vérifier les résultats, pour savoir s'il n'y avait pas une erreur. Donc, c'est un métier qui a disparu. Voilà. Alors, la manière de décrire scientifiquement les couleurs avec le diagramme de chromaticité de la Commission internationale de l'éclairage, c'est ce qu'on appelle le XYZ. Mais ça, ce ne sont que des valeurs. Hein. Quand je décris une couleur, scientifiquement, c'est une telle quantité de X, de Y et de Z. C'est ce qu'on appelle des primaires. Hein. Ça correspond à du rouge, vert et bleu. Je simplifie très fort ici. Le XYY, c'est quoi? C'est la transformation de ces valeurs de base de manière à pouvoir visualiser sur un diagramme, sur le diagramme de chromaticité, pouvoir positionner une couleur. Donc le diagramme de chromaticité, c'est ce qu'on appelle le XYY. C'est une visualisation du XYZ. Le LAB a été inventé dans les années 70. C'est une nouvelle manière de décrire les couleurs, mais il est toujours dérivé du XYY. Et alors on le retrouve dans des logiciels comme Photoshop, Lightroom, parce que c'est ce qu'on appelle une manière de décrire les couleurs indépendante du matériel. Et ça, je reviendrai là-dessus, sinon ça va devenir trop compliqué, mais c'est assez intéressant de comprendre ce qu'est le LAB et le fait que ce soit une manière de décrire les couleurs qui est indépendante du matériel. En gros, ça veut dire que le RVB, le CMJN, ça existe uniquement parce qu'il existe dans la réalité des machines qui fonctionnent comme ça. Le RVB, si on décrit les couleurs en RVB, c'est uniquement parce que dans la réalité, il existe des machines qui fonctionnent en RVB, les moniteurs par exemple. Le CMJN, c'est une manière de décrire les couleurs uniquement parce qu'il existe des encres
une manière de créer les couleurs avec des encres. D'accord? Donc ça, c'est le RVB et le CMJN sont ce qu'on appelle des modèles dépendants du matériel. Le LAB ne correspond à aucun matériel existant, c'est un modèle scientifique, il est indépendant du matériel, et c'est le seul qui est capable de décrire toutes les couleurs que l'œil humain peut voir. Les autres sont limités à une portion des couleurs que l'œil humain peut voir. Alors, il y a un truc qui pourrait vous paraître bizarre, c'est que je vous ai dit que le XYZ correspond en fait à du RVB, mais c'est du RVB virtuel. Donc, sachez que pour faire l'expérience, ils ont quand même dû utiliser des spots rouge, vert et bleu pour déterminer comment les gens voient les couleurs. Et donc ce n'est pas une erreur ici, c'est bien du RVB qui est à la base du diagramme de chromaticité, du XYZ. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Est-ce que ça va? Vous voyez à peu près? Alors, le modèle de Munsell, c'est quoi? Ben, c'est quelque chose qui datait d'avant. Je vous montre. Voilà. Voilà le modèle de Munsell. Voilà, c'est un espace couleur qui est en fait composé de plusieurs tranches. On le voit ici représenté de manière informatique. Pourquoi c'est un espèce d'arbre en fait, hein? Pourquoi est-ce que certaines branches de cet arbre sont très longues et d'autres courtes? C'est parce que pour les plus longues, ça veut dire que l'œil humain est capable de différencier beaucoup de nuances. Par exemple, pour les jaunes ici, c'est assez long parce que l'œil humain est assez fort pour différencier les différentes nuances là-dedans. Pour ce qui est des couleurs bleues, ben, les petites branches là sont courtes parce que l'œil humain est peu performant pour différencier les nuances, différencier différentes couleurs quand il s'agit de bleu. Ça, c'est lié au fait que sur la rétine, il y a beaucoup moins de récepteurs d'ondes courtes que d'ondes moyennes et longues. Ok? La rétine, tout le monde voit ce que c'est, évidemment. Oui. Et donc voilà pourquoi le modèle n'est pas uniforme comme ça. Et donc ça, c'est comme ça qu'on discutait de la couleur avant. Des designers qui étaient géographiquement éloignés pouvaient s'accorder sur une couleur grâce au modèle de Munsell. Il est encore utilisé actuellement, mais uniquement dans le monde de la décoration, en fait. Tout ce qui est art décoratif. Il a été supplanté par l'autre modèle plus scientifique de la Commission internationale de l'éclairage, celui dont on a parlé juste avant. Donc. Ok.